MV Agusta, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est performant? Est-ce que ça vaut son prix? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode de Rev'd Up. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rev'd Up. Je m'appelle Alexis, toujours avec Ludo, et aujourd'hui on est en compagnie de Thomas, invité de marque comme Ludo le disait à l'instant. Salut les gars. Salut Thomas, merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? Ouais, donc moi c'est Thomas, j'ai 22 ans et je suis responsable de la concession MV Agusta sur Toulouse. Un très bon boulot à 22 ans. Ça pose. Bon, c'est très bien, mais justement, on a hâte de te poser toutes ces questions parce que je pense que beaucoup de gens se les posent. Et avoir un regard neuf là-dessus et ouvert, c'est vraiment, je pense, qui va poser les choses pour cet épisode. Donc on compte sur toi pour répondre le plus sincèrement possible aux questions. Je suis là pour ça. D'ailleurs, tu disais que tu avais 22 ans. Ouais. C'est pas commun d'être responsable d'une concession comme ça à 22 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de comment t'en es arrivé là? Ouais, moi en fait j'ai commencé dans la mécanique, donc dans une concession Honda, mécanicien moto, CAP, CQP. Et puis derrière, je suis venu au commerce assez naturellement, on va dire. Donc voilà, après j'ai fait quelques années d'études dans le commerce, dans un petit magasin où je faisais de la gestion, de la mise en rayon, tout le côté aussi SAV, apprendre à gérer un atelier derrière. Donc voilà. Donc voilà. t'es parti de parcours classique finalement et... Ouais, c'est ça, assez simple. Et puis mon patron Stéphane, qui gère aujourd'hui les 3 magasins qu'on a, m'a fait confiance pour le poste de responsable et m'a appelé pour venir à Toulouse, puisque je suis originaire du Nord moi de base. Et du coup, voilà comment j'en suis arrivé là. En tout cas, félicitations parce que c'est vraiment un magasin qui fait plaisir. Du coup, c'est récent, hein, c'est ça, ça vient Ouais, de... c'est ça. On est ouvert depuis début décembre, nous, ouais. Et ça y est, ça prend? Ça prend, ça y est, ouais. On est plutôt contents. Les Toulousains nous ont fait un accueil plutôt chaleureux. Donc non, je pense que les Toulousains étaient très contents de retrouver MV à Toulouse aussi. Donc C'est ça. ça a pas mal aidé, ouais. Moi, je connais un Toulousain qui était content de retrouver MV Agusta aussi. On en a parlé dans les épisodes précédents. Pour ceux qui ont suivi ici et sur ma chaîne, donc Motors & Co, j'avais fait un épisode sur MV Agusta, un essai sur donc la fameuse F4 qui est juste derrière la caméra. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Il y a eu un vrai coup de cœur, que ce soit esthétique et moteur, et c'est vrai que je me demandais déjà là, qu'est-ce que ça faisait là, qui pouvait acheter ça. Il y a tellement de superlatifs qu'on se demande finalement, est-ce qu'on est légitime pour l'avoir, l'acheter, que ce soit une question de budget ou non. C'est juste, voilà, ça demande quand même une certaine maîtrise, je pense. Et toutes ces questions-là, je pense qu'on peut soit y répondre avec avec des arguments qui tombent sous le sens, ou peut-être qu'on va être surpris et s'apercevoir que non, il y a certains a priori qui doivent sauter, et on a toutes ces questions-là. J'ai hâte vraiment. Ouais. D'y répondre à toutes ces On va essayer de faire ça alors. Voilà. Super. On va commencer directement avec la première. Quand on pense MV Agusta, on pense artisan. Ouais. Parce que une marque assez peu connue jusqu'à quelques années, je pense, auprès du grand public. Ouais. Et comme je le disais il y a quelques instants, quand je l'ai connu moi, déjà donc en 2018-2019, ça restait confidentiel déjà en France. Exclusif, ouais. Exclusif, et surtout, j'ai ce mot-là qui est venu. Quand j'ai voulu parler de cette moto, on m'a dit c'est une production artisanale, qu'est-ce qu'il en est? C'est toujours un petit peu ça, hein. Tout est produit en Italie, en tout cas. Tout est assemblé en Italie par des techniciens. D'ailleurs, les techniciens signent les motos de leur signature. Chaque technicien signe la moto qu'il a assemblée de sa signature. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un vrai côté artisanal sur les motos, et ça se ressent vraiment. Ouais. C'est une toute petite usine, hein, qui est basée à Varèse, hein, à côté du lac de Côme, et ouais, c'est une usine qui est chouette. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent faire des road trips ou autre du côté de l'Italie, faut vraiment s'arrêter. Le lac de Côme déjà, c'est pépite. Déjà, et l'usine, ouais, faut s'arrêter, faut aller voir. Ouais. Et quand on parle de production artisanale, du coup, on se demande légitimement c'est combien d'unités produites, combien de modèles vendus en France, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des MV Agusta, enfin sur la route, c'est pas la moto qu'on croise à tous les coins de rue. En France, pour donner une idée, un chiffre approximatif, en 2022, c'est 450 véhicules vendus en France. Donc voilà, ça fait un volume qui est vraiment confidentiel. Limité, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc ouais, 450 véhicules vendus, en sachant que le marché français est le deuxième marché le
le plus exploité par la marque derrière l'Italie forcément. Parce qu'on est des gros consommateurs de motos déjà en vraiment. Europe. C'est vrai que moi la question que je rajouterais à celle-ci, ce serait plutôt est-ce que c'est voulu cette confidentialité parce que contraint pour la structure ou parce que comme artisan haute couture, si on ose dire, volontairement on n'a pas envie d'en faire plus. Alors, est-ce que c'est une question d'image, tu vois? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Donc déjà il y a le fait d'une usine qui est quand même une usine à taille humaine et qui du coup ne peut pas non plus construire des véhicules en énorme quantité. Après c'est vrai que en termes d'évolution de la marque, la marque a repris la production grosso modo fin des années 90, début des années 2000 avec la F4 qui est ressortie en 98, 99, quelque chose comme ça. Et donc forcément en termes d'évolution par rapport à un Ducati, par rapport à des Aprilia, etc. qui avaient commencé plus tôt, où du coup le côté un petit peu plus pas mondialisation, mais le côté grosse structure, assemblée à des grosses marques auto, etc., grande production, n'est pas encore là. Et je pense que il y a aussi un but de rester assez exclusif, de rester sur une production comme celle-ci. Ouais. Et d'ailleurs, à quoi ça ressemble la gamme aujourd'hui chez MV Agusta? C'est combien de modèles à peu près? Aujourd'hui, on va tourner à 6 ou 7 modèles de base, sans compter les éditions limitées, etc. Parce que alors, ça, c'est aussi une des spécificités de la marque. Hein. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Mais... Pas mal d'éditions limitées, ouais. On va avoir une très large gamme, surtout sur le moteur en 800, en 3 cylindres. Donc aujourd'hui, ouais, MV tourne vraiment avec les 3 cylindres en 800, déclinés sur plusieurs modèles comme du coup la F3, la Brutale pour le Roadster, la Super Veloce pour le côté néo-rétro sportif, et un trail sportif aussi, donc la Turismo Veloce. Celle qui est méconnue d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que tu nous disais qu'en fait, bon, finalement, il y a le trail, mais c'est plutôt. Ouais, c'est ça. C'est plutôt l'esprit, mais pas vraiment la réalité. Ouais, on va dire, faut vraiment avoir ça comme un trail sportif. Quelqu'un qui charge une GS, une Multistrada ou autre, il trouvera pas son compte, ouais. On a trouvé le même équivalent chez Zero. On s'est posé la même question. Ouais. Ils en ont sorti une, on s'est dit, bon, c'est pour faire 150 km, pourquoi ils ont sorti ça? Je pense qu'il y a peut-être une volonté de gamme. Dans tous les cas, dire on propose un produit pour chaque fonction, se justifie ou pas, mais ça reste, je pense, des vitrines aussi, et c'est pas forcément pratico-pratique, quoi. Ouais, c'est ça, et puis au final, ça trouve quand même sa clientèle, hein. Je veux dire, aujourd'hui, ça ferait plus penser, en mettant des gros guillemets, à un traceur plus haut de gamme, quoi. Ouais, donc ouais, et ça trouve quand même sa clientèle, et MV, c'est vrai que a mis ce modèle, c'est vendu pas trop mal en plus, mais derrière est sur le point de lancer du coup sa gamme, ce qu'ils vont appeler, qui va être une nouvelle marque, Lucky Explorer. Et là du coup plutôt on va vraiment s'orienter vers des vrais trails, et on pense qu'il va même aller en direction peut-être même de l'enduro, de ces choses-là. D'accord. Ouais. On avait vu d'ailleurs les premiers proto-concepts, je sais pas où on en est exactement de cette gamme-là à l'EICMA l'année dernière, même il y a 2 ans je crois. Certains véhicules ont déjà commencé à sortir d'usine, elles n'arriveront pas en France avant début 2024, dans tous les cas. Ils avaient parlé d'un 550 donc chez Lucky Explorer, donc avec un moteur type Benelli de la TRK qui ne verra certainement pas le jour, puisqu'MV a vraiment décidé de garder cette idée de vraiment continuer sur la production italienne, pas de moteur type chinois, etc. Et donc ça faisait un peu tâche finalement cette Benelli recarrossée. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Et du coup, ils ont vraiment voulu garder l'image MV et Lucky Explorer, et du coup qui rappelle tout le côté éléphant Cagiva, etc. des années Dakar. Ouais. Enfin voilà. Donc ouais. Il y a un vrai marché là-dessus, donc je pense qu'ils ont bien fait. Mais je pense ouais. Effectivement, il y a la question d'image de marque et notamment l'objectif de la marque. C'est vrai que, comme je te disais, moi si je prends une moto, une F4, ça date des années 2000. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Je sais que c'est Monsieur Tambourini qui est à l'origine de cette moto-là, qui du coup a fait un tour chez Ducati aussi, si tu m'arrêtes si je me trompe. C'est ça, non. Et on se dit, les années passent, et aujourd'hui ils veulent faire quoi? Donc c'est quoi l'objectif concret de la marque? Aujourd'hui, la marque elle a quand même un penchant plutôt sportif, voilà. Les modèles, ça se ressent, hein, que ce soit le Roadster, que ce soit
avec les néo-rétro, ça reste sur les bases des F3. Enfin, il y a vraiment un penchant sportif de la gamme. Et ils veulent rester vraiment sur ce côté aussi premium des marques moto. Donc des motos qui sortent tout équipées, où on retrouve même sur des sportives des GPS, des régulateurs de vitesse. Enfin voilà, une moto, elle sort à un certain prix, elle est placée haut en termes de tarifs, mais en termes d'équipement, il y a ce qui va avec. D'accord. Voilà. Et si on fait un petit peu le parallèle, on sait que c'est des motos donc, qui ont un certain prix. Hein. Je sais pas d'ailleurs, c'est quoi le prix d'attaque chez... Aujourd'hui, alors jusqu'en 2022, les premiers modèles, donc les modèles en Rosso, sortaient aux alentours des 14 000 €. Voilà, donc entrée de gamme à 14 000 €. Sur un roadster un petit peu plus, on va monter aux alentours des 17. Et puis pour monter aux éditions limitées qui vont arriver là début 2024, on va monter jusqu'à 60 000 €. Ouais. Ouais, donc ils sont quand même des tarifs plutôt orientés haut de gamme, voire très haut de gamme. Ouais, tout à fait. Et c'est qui la clientèle finalement pour ces motos-là? Eh bien, je dirais qu'il y a un petit peu de tout. Alors sur les modèles les plus haut de gamme, quand on va aller chercher les 40, 50, 60 000 €, forcément ça va passer aussi. Alors à la fois par des gens qui ont envie de se faire plaisir avec une belle moto, mais aussi des gens qui veulent faire un investissement. Voilà, aujourd'hui l'automobile et la moto, c'est des choses sur lesquelles on peut investir et sur lesquelles on peut retrouver soit une rentabilité à la revente, ou soit être sûr de placer son argent et que ça bouge pas. C'est mieux qu'un livret A, on va pas se mentir. Je pense. Ouais. Oui, Si c'est pas j'avais à investir, ce serait là-dedans. Après, sur les modèles en début de gamme, aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment avec de la location, de la LOA, etc. Donc, il n'y a pas que des personnes fortunées qui peuvent s'offrir des MV. Ça reste accessible, il y a plein de moyens de s'offrir une MV et quand on voit les sensations que ça procure, je confirme. Je confirme. Et d'ailleurs, on parlait d'édition limitée. Derrière nous, là, on a une Super Veloce de l'édition Alpine. C'est ça, ouais. Ça, typiquement, c'est le genre d'édition limitée. Ça, tu peux nous en dire un mot, peut-être? Ouais, dans l'idée, la Alpine, c'est une édition qui est sortie donc pour la sortie de l'Alpine A110. Voilà, qui a été achetée donc du coup forcément par beaucoup de concessionnaires de concessionnaires auto aussi qui voulaient associer aux voitures la moto. Voilà, donc elle est c'est 110 exemplaires sur une Super Veloce, donc plutôt sympa avec un look, un bleu qui est très joli, qui ressort très bien. Donc voilà, principalement ce qu'on peut en dire de cette moto. Ouais. Est-ce que c'est une moto qui va rester que sur des podiums ou Non, puisque certaines roulent. Maintenant, c'est vrai que peut-être même plus celle-ci, il y en a quand même beaucoup qui les ont achetées mais qui n'avaient pas le permis moto. Le fait d'avoir la moto associée à l'auto, il y a un petit truc de collection, il y a un petit truc sympa. Ouais. C'est pour ça, si tu veux, que ça alimente cette fameuse question qui m'a amené à faire cette intro, à dire est-ce que c'est fiable MV Agusta, parce que c'est bien de les mettre sur des podiums, mais à un moment donné, est-ce que c'est des motos pour rouler ou est-ce que c'est vraiment de la moto d'apparat? Et point barre, quoi. Ouais, non, aujourd'hui, il n'y a pas plus de soucis sur une MV que sur une Ducat, que sur une Aprilia, que même sur certaines japonaises. Les motos, déjà, sont garanties 3 ans. On va passer certainement en 2024 à 4 ans. Rien de sûr, mais ça devrait se faire. Les motos les révisions, quand on dit à faire très attention aux révisions, etc. Sur les anciens modèles, c'était vrai. Aujourd'hui, les révisions, c'est tous les 15 000 km. Ça demande pas plus d'entretien qu'une japonaise. Bon, ça demande à être rigoureux, mais comme toute moto, quoi. Voilà. Il n'y a pas plus de soucis de fiabilité. Chaque marque a eu ses rappels, chaque marque a eu ses campagnes de rappel, ses garanties, etc. Quand je bossais chez Honda, les campagnes de rappel sur des Gold, sur des choses comme ça s'est fait. Ouais, alors après, il y a toujours ce problème de proportion, parce que c'est un peu le même sujet entre Renault et BM. On dit une Renault c'est pourri. Et j'ai discuté avec un dépanneur, il m'a dit en même temps il y a combien de BM vendus par rapport à des Renault. C'est facile de dire j'en ai moins sur le camion parce que si t'en as vendu moins, forcément il y en a forcément moins. Aussi, ouais. Donc il y a toujours ces histoires de proportion. Là c'est pareil, on est sur une toute petite production. J'imagine que si tu me dis j'en ai 3 en panne, c'est pas la même chose que me dire j'ai 10 MT-07. Ouais, non, mais c'est clair. C'est pas le même volume de vente, donc on peut pas. Je sais pas, peut-être que c'est. Si, non, mais t'as raison, c'est compliqué de comparer, surtout à des japonaises. Mais dans l'idée, de toute façon, en termes de fiabilité, aujourd'hui, ça pose pas plus de problèmes que quelconque autre marque européenne, voire même japonaise. Ok, c'est votre dernier mot. Sûr. Attention. Mon dernier mot, Jean-Pierre.
Et d'ailleurs, j'ai envie de tirer un peu cette question-là, puis de continuer. L'entretien, du coup, est-ce que comment c'est placé? Est-ce que c'est cher d'entretenir une MV Agusta? Est-ce que, comment vous vous placez par rapport à d'autres marques italiennes, par exemple, typiquement Ducati ou Aprilia? Pas plus que ça. Alors aujourd'hui, MV, on n'a pas d'obligation de tarif, c'est-à-dire que chaque concession, on n'a pas de forfait imposé, c'est-à-dire que chaque concession vraiment impose ses prix, donc en fonction de là où on est placé, de sa concession MV, forcément les tarifs seront pas les mêmes. Maintenant, aujourd'hui, pour donner une idée, nous sur des révisions, on va tourner aux alentours des 70 € de l'heure en termes de main d'œuvre. Donc voilà, chacun pourra faire la comparaison avec sa concession, avec son entretien, etc. Ouais. Et non, dans l'idée une révision annuelle, parce qu'on va dire révision annuelle, donc les filtres, les vidanges, vidange des fluides, etc. On va tourner entre 150 et 200 €. Okay. Donc voilà, ça reste accessible en sachant que forcément on met les huiles préconisées dedans aussi, qui ont un certain coût, donc forcément voilà, on est sur de la motule plutôt haut de gamme. C'est pas l'huile Leclerc à, on évite, à 12 balles les 2 litres. On évite. Faut pas quoi tu parles. Chacun met ce qu'il veut, mais... Il y a est-ce qu'il y a des grosses opérations, typiquement, je sais pas, géo soupape, les choses comme ça, qui demandent des démontages plus conséquents, ou est-ce que là encore c'est Ouais, non, encore une fois, pas forcément plus que sur une autre moto. Ouais. Voilà, les géo soupapes sont à faire, mais voilà, ça reste assez. Enfin, je veux dire, ça fonctionne comme un autre moteur. Il n'y a pas plus de complexité. Plutôt, à la rigueur. En termes de fréquence, non plus, puisque on va être tous les 15 000 sur une révision intermédiaire et tous les 30 sur une grosse révision. En ce moment, sur la dernière gamme. Alors attention, donc, parce que on rappelle qu'il y a quand même plusieurs architectures moteurs et des modèles plus ou moins pointus. Voilà. Là aujourd'hui, je parle de la gamme actuelle. MV. Sur les anciens modèles, effectivement, il y a certains modèles, les premiers modèles notamment, où les révisions étaient à faire tous les 6000 km. La F4 par exemple? Par exemple, une F4 était tous les 6000 km. Ouais. Ok. Donc en fonction du modèle, forcément, si on fait toute la périodicité de tous les modèles de la gamme MV, il y a des différences sur tous les modèles. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur la gamme actuelle et MV Agusta, aujourd'hui, c'est des révisions tous les 15 000 km ou une révision annuelle. Voilà. Ouais. Ouais, ce qui est semblable finalement à d'autres des autres marques. Assez classique, ouais. Bon, tu remarqueras, je reviens beaucoup sur la F4 parce qu'elle m'a marqué. Ouais, je crois, ouais. J'ai l'impression. Vraiment, mais. Je sais pas si c'est traumatisé ou. En fait, les deux, parce que, effectivement, quand j'ai tourné l'épisode, ça a été très compliqué de respecter les 80 km/h. C'était peut-être encore 90 à l'époque, je saurais pas dire, mais peu importe, je pense qu'on en a été, très loin. Mais c'était impossible de faire autrement, honnêtement. Peut-être t'es sur autobahn allemande, de toute façon. Voilà, de toute façon. Et je me dis, autant moi, ça c'est mon coup de cœur, autant il y en a d'autres qui préfèrent, je sais pas, peut-être la brutale, etc. Je sais pas ce que toi tu préfères. Il en faudrait une pour chaque utilisation en fait. Ouais. C'est vrai que pour rouler tous les jours, je me dirigerais plutôt vers une brutale en 800, en 3 cylindres, parce qu'elle est vraiment super fun. La moto, c'est vraiment un vélo, c'est super sympa. Après, quand on part sur piste, il y a rien de mieux qu'une F3. Et puis derrière, si on veut sortir faire une balade avec les copains le dimanche et qu'on veut une moto un petit peu plus tape à l'œil, on sort la Super Veloce et c'est vrai qu'on est remarqué quoi. Donc il en faudrait une pour chaque occasion en fait. Je pensais que tu aurais parlé de la Rush parce que c'est vraiment celle que je trouve la plus débile. Ouais, oui. Alors c'est affectif quand je dis débile, attention, que les gens ils comprennent. C'est pas. Mais en fait, la Rush, après, déjà par le nombre d'exemplaires, très compliqué d'en avoir. En termes de budget, pareil. Et puis le Rush, c'est vraiment un bel objet. C'est une super moto. Mais à côté de ça, pour être exploité sur la route aujourd'hui, c'est pour ça que moi je la choisirais pas en tout cas. D'accord. Non, c'est bien, moi c'est honnête. On parlait de rareté tout à l'heure. On sait que chez MV Agusta, il y a eu quelques petits soucis d'appro, notamment sur les pièces détachées il y a quelques années, et qui était un vrai frein pour les gens, pour les consommateurs, je pense. Est-ce que, comment on en est où par rapport à ça? Alors ça a été compliqué pour les consommateurs, mais aussi, moi je pense du coup directement aux concessionnaires à l'époque, aux revendeurs concessionnaires de l'époque, où pour eux ça devait vraiment pas être évident. Quand tu fais l'interface entre le client pas content. En fait, c'était pas du tout géré comme aujourd'hui. Il y avait pas forcément de service français qui s'occupait de tout ça, donc c'était une relation directe avec les Italiens, ce qui n'est pas toujours simple à gérer. Tous les concessionnaires ne parlent pas italien, tous les Italiens qui travaillent chez MV ne parlent pas forcément français, donc pas évident à gérer. En plus de ça, la gestion à l'époque
était un petit peu litigieuse sur certains paiements de pièces détachées notamment. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'était très compliqué. J'en ai eu des échos pour avoir fait quelques concessions. C'est vrai que c'est aussi ça un peu la question et l'attendu te concernant sur cette nouvelle concession, parce qu'on considère qu'elle est nouvelle. C'est que je pense que là, ils mettent une carte, ils mettent un billet là-dessus en disant voilà, ok, bon, on sait. Là, cette fois, enfin, entre guillemets, pardon, vous n'avez pas droit à l'erreur, quoi. Clairement. Déjà, nous, au quotidien, on passe notre temps à essayer de changer cette image de marque et à expliquer aux gens que ça a été, il y a déjà eu un réel changement il y a de ça 2-3 ans quand Timur Sardarov, qui est aujourd'hui le PDG de MV, est arrivé. Et on va encore plus, je pense, s'améliorer là-dessus avec une facilité, nous, en tant que concessionnaire aussi, à avoir la disponibilité des pièces, savoir quand quelle pièce arrive et pas juste une pastille qui nous dit celle-ci, tu sais à peu près qu'il en restera. Bon, ça sera plus facile à gérer pour tout le monde. Le client final, lui aussi, sera beaucoup plus renseigné. Et ça va arriver grâce aussi au groupe Pirer Mobility, donc qui est le groupe à qui appartient notamment KTM, GazGaz, Husqvarna, etc. Qui mettent un point d'honneur là-dessus. Il y a des gros sous là, donc ça va bouger. Ça devrait le faire. Et au-delà des gros sous, il y a surtout un savoir-faire et une gestion derrière qui est très importante. Et ils ont l'air de pas trop mal se débrouiller quand on voit ce qu'ils ont fait avec des marques comme GazGaz ou Husqvarna, qui il y a quelques années n'étaient pas dans là où ils en sont aujourd'hui. Et donc je pense que ça devrait y avoir du bon qui va en sortir. Ok. Le match Agusta Ducati. Vaste. Disons que moi, quand je pense marque italienne, si on fait un parallèle avec l'automobile, il y a Ferrari d'un côté, Maserati de l'autre. Ferrari pour la performance, Maserati pour le côté prestige, GT, luxe, / performance. Et c'est vrai, quand je mets une Ducati et une Agusta à côté, la Ducati, je vois la performance. Agusta, je te dis, il y a un coup de cœur parce qu'il y a, je sais pas, il se dégage un truc artisanal, il y a vraiment un coup de crayon que je sais pas, c'est peut-être que moi, mais dans ma tête, c'est vraiment clairement identifié. Okay. Est-ce que du coup, il y a un positionnement vis-à-vis et par rapport à Ducati ou pas du tout? C'est positionnement, je sais pas exactement où en sont les grandes têtes de la marque là-dessus. Après, ce qui est sûr, c'est que Ducati a une gamme très large, mais vraiment très large, et cherche à toucher un très large public. Autant ils vont vers le cruiser sur la Diabelle que sur des vrais trails, ils ont réussi à trouver cette largeur de gamme que MV n'a pas, et pour le moment, de ce que j'ai entendu, n'a pas prévu d'avoir non plus. Donc MV garde encore, je pense, ce côté exclusif que Ducat. Alors voilà, c'est deux stratégies différentes. C'est pour ça que je pense que aujourd'hui, ces deux marques qui, peut-être, il y a de ça une dizaine d'années, étaient vraiment en combat. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt deux marques qui se complètent que deux marques qui sont en concurrence. Même si, forcément, entre une F3 et une Panigale V2, ça serait mentir que de dire que les clients n'hésitent pas régulièrement. Maintenant, je suis pas sûr que MV se positionne par rapport à Ducat, et honnêtement, c'est compliqué à répondre dans ce sens-là. Okay. Je pense qu'ils ont des identités qui sont assez proches, mais qu'en effet, les stratégies commerciales sont différentes. Totalement différentes. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, une MV, t'en croises jamais, alors que des Ducat, t'en vois quand même. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté-là encore qui est différent aussi. Ouais, c'est clair. Et bon, c'est pareil, on le voit tous, le côté réglementation, normes, pollution, bruit, etc. On voit que c'est un contexte qui est en train un peu se tendre, se durcir. On commence à nous parler de contrôle technique, de normes, de bruit, etc. Je pense que Ludo peut témoigner après un court essai dernièrement qu'au niveau bruit, on était sur des machines qui étaient vraiment. Je sais vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est un des premiers trucs que je dis dans l'essai de la F4 sur la F4 de base. C'est même pas la RR avec la ligne titane en uranium appauvri de Saturn. C'était monstrueux le bruit. Ouais. Je me dis comment ils ont homologué ça. C'est fou, quoi. Après, tu vas me dire aussi, les mecs qui roulent en Harley, visiblement, ils se posent pas trop de questions non plus. Donc je sais pas comment ils arrivent à jongler avec la réglementation. Je suis vraiment curieux là. Alors déjà, les dernières F4, on n'était pas encore à l'Euro 5.
Ah ouais, peut-être. Donc déjà, il y a un petit peu de normes en moins. Voilà, c'est un petit peu plus permissif. Aujourd'hui, on démarre une MV d'origine, c'est forcément, hein, il y a tout, enfin c'est l'échappement aseptise la chose. Il y a des grosses boîtes qui sont même pas les catalyseurs, qui sont des espèces de boîtes coupe-feu qui vraiment aseptisent. Voilà, c'est ça, aseptisent le bruit. Bon, non, ce serait mentir de dire qu'on les livre toutes d'origine. Hein. Il y en a très peu qui sortent d'origine. Aujourd'hui, beaucoup de motos roulent avec des échappements. Je sais pas comment ils veulent faire pour contrer ça, mais aujourd'hui ça va être très compliqué pour les histoires de contrôle technique, pour les histoires de voilà. Et puis bon, je me petite idée, hein, je pense que ça va faire comme pour l'automobile, hein. Tu vas venir au contrôle technique avec la bouche en cœur et ta ligne d'origine, et puis quand tu rentres à la maison. Voilà, c'est ça. Ouais, non mais c'est ça. Mais je suis pas sûr que ça changera le nombre de personnes qui rouleront après une fois qu'ils sont sortis du contrôle technique. Oui, non. Non, je pense qu'on va pas réinventer la roue, hein, ce sera pareil. Sur des motos comme ça, bon, qui en plus roulent pas énormément. Enfin, ils sont toujours un peu dans le même débat, c'est-à-dire que c'est un peu comme les supercars finalement. Ouais, c'est voilà, c'est des voitures qui font. Et, ok, elles font du bruit, elles polluent, mais c'est des bagnoles qui font 1000, 1500, 3000 bornes par an. Et du coup, se pose la question par rapport à ça. Mais en tout cas, l'idée de discuter de ça, c'est qu'on a vu que dans le plan produit, a priori, d'MV Agusta, il y avait des choses qui touchaient un peu à l'électrique. Ce qui, du coup, peut paraître un peu antinomique avec l'ADN de la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as des infos, des choses qui arrivent, du coup, de ce côté-là? Alors, en termes de véhicules électriques, ils ont une grosse partie, ce qu'ils appellent e-mobility, donc ce qui va être trottinette et vélo aussi, qui va jouer là-dedans. Ils sont obligés de s'y mettre parce que s'ils s'y mettaient pas, ce serait vraiment une grosse bêtise parce que si vraiment un jour ça vient à arriver, ils auraient un retard pas possible et voilà. Donc aujourd'hui ils sont obligés de s'y mettre. On a vu sur certains salons de Milan commencer à entendre parler de concepts, scooters électriques. Bon, pour l'instant, nous, en tout cas, on préfère fermer les yeux là-dessus. C'est rangé dans le placard avec la Benelli recarrossée, là, c'est ça. Je sais pas où eux en sont. Encore une fois, c'est des objectifs que nous, en tant que concessionnaire, on n'a pas forcément en vue tout de suite, maintenant. En tout cas, nous, par contre, ce qu'on voit, c'est que si un jour ça vient vraiment arriver, il va falloir du monde qui sache entretenir ces véhicules. Il va falloir du monde qui sache les réparer. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué à trouver. On sera peut-être pas à 70 € de l'heure de manœuvre. Ce sera peut-être un petit peu plus élevé. Il y a de grandes chances, Comme tu disais, justement, par rapport à ces gens qu'il faut former, et qu'il faut avoir un certain savoir-faire, je me dis, des motos qui, comme la F4, ont quelques années déjà au compteur. J'ai failli en acheter une du coup d'occasion suite à cet essai et le prix était étonnamment très abordable, je trouve. Et derrière on m'a ressorti justement tout le bagage que tu as pu énumérer tout à l'heure, à savoir les problèmes de disponibilité des pièces, les concessions qui se font rares, le peu qu'ils les prennent, ils savent pas trop comment les gérer, les pannes surprises immobilisantes sur des pièces maîtresses. En vrai, l'occasion, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, faut faire très attention. Moi, quand ça nous arrive régulièrement que des clients nous appellent. Bon, j'ai besoin de votre avis. Là, du coup, nous, on est le plus objectif possible parce qu'on n'a rien à vendre. Même en général, c'est des clients qu'on ne sait même pas s'ils viendront faire la révision chez nous, mais juste ils veulent savoir ce qu'on en pense de l'occasion qu'ils ont prévu d'acheter. La première chose qui revient, c'est checker ce qui a été fait sur la moto. Ce qu'il y a eu en termes de suivi, en termes d'entretien. Si la moto a une dizaine d'années, qu'elle a pas roulé, qu'elle a eu vraiment des gros temps de pause, etc. À faire vraiment attention là-dessus. Maintenant, ce qu'on conseille toujours, c'est s'il y a un véhicule qui, alors comme par exemple le tien, qui sort à un prix très intéressant, mais qui n'a aucun suivi, vous achetez le véhicule, enfin vous prenez le véhicule dans la mesure du possible, vous le ramenez dès que vous l'achetez en concession. Et à partir de ce moment-là, nous, on fait un check et on sait quels éléments vont être plus à risque que d'autres, quels éléments il va falloir contrôler et ne pas se retrouver dans 6 mois, une fois que l'affaire est faite, que de toute façon, le vendeur ne répondra plus avec le bec dans l'eau et une moto justement immobilisée pour des problèmes qui auraient pu être réglés bien avant, quoi. Oui, il y a surtout l'aspect des cotes, moi, qui m'a choqué. Encore une fois, la F4 à l'époque, c'était 22 000 selon la version. Selon la version. Donc je te dis ça en 2018-2019, sortait à 9 000 avec, je sais plus, 10 000 au compteur, je crois, un peu plus.
je me dis quand même. Non, faut se méfier, hein, de toute façon, hein, mais comme sur toute occasion, hein, comme je veux dire, ça c'est pas spécial à la moto et pas spécial à AMV, hein, faut toujours faire attention, hein, mais est-ce qu'il y a une décote du fait que c'est une MV Agusta? C'est plus ça mon. Ah, dans ce sens-là, non, je pense pas plus qu'une autre marque. Il y a des modèles même d'ailleurs qui décotent pas. Il y en a d'autres qui vont décoter plus vite que d'autres. Lesquels? Les modèles qui décodent pas, de toute façon, toutes celles qui sont en édition limitée, en général, voilà. On est plutôt sûr. Après, on sait qu'une RC va décoter globalement un petit peu RC, donc la gamme qui sort quasiment tous les ans chez MV en édition limitée aux couleurs du team Superbike. Va décoter en général moins vite qu'une autre MV. Mais encore une fois, c'est pas toujours réel, c'est pas toujours vrai sur certains modèles. Enfin, sur une gamme aussi large, c'est compliqué de donner des modèles exacts. Et puis, on n'est pas Madame Irma non plus, donc on sait pas exactement ce que ça va donner dans 10 ans. Mais globalement, de la visibilité qu'on a aujourd'hui, il y a certains modèles qui décotent moins vite, d'autres qui vont décoter plutôt normalement. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, si dans nos auditeurs, il y a quelqu'un qui voudrait se faire plaisir justement avec une MV Agusta d'occasion, est-ce que toi, tu as des recos par rapport à des modèles à privilégier par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont entre guillemets plus bonnes à faire que d'autres? Ouais, on sait que il y a un truc, si on fouille les premiers forums chez MV, de toute façon, ça va être l'histoire des moteurs noirs, des moteurs gris. Donc à partir d'une telle année, il y a eu les moteurs noirs qui sont passés, qui sont réputés plus fiables. Donc effectivement, il y a eu moins de soucis que sur les premiers moteurs. Maintenant, encore une fois, je pense pas qu'il faille vraiment regarder au modèle, mais plutôt à la moto en elle-même, de comment elle a été entretenue, d'où est-ce qu'elle sort, est-ce que l'ancien propriétaire était méticuleux, est-ce que elle a été bloquée dans une grange pendant une dizaine d'années, et vraiment nouveau propriétaire, repartir de zéro, refaire un check dès l'achat de la moto et repartir serein d'une concession où on sait que le travail a été fait. Concession ou son mécano qui connaît un petit peu la marque, hein, pas de souci. Ouais. Et en neuf, du coup, quelqu'un qui voudrait mettre le pied dans l'univers MV Agusta, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quelqu'un qui pousse la porte de la concession là, Chaque profil est différent. Vraiment chaque profil est différent. C'est compliqué d'aiguiller tout un panel de personnes comme ça. Ouais, ça dépend vraiment de l'usage de chacun. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, ici, ce qu'on vise vraiment, c'est de trouver le modèle adapté à la personne. Et le but, ça va pas être de lui dire, bon, je t'aiguille vers ça, parce que de toute façon, celle-ci, je l'ai en stock. En plus, ça coûte bien cher, donc j'ai bien t'allumé. Non, le but, c'est de trouver le véhicule qui va correspondre aux attentes. Et si derrière, c'est pas une MV qu'on vend, ou c'est une occasion qu'on a à côté, ou c'est quelque chose, un véhicule qu'on a repris en reprise, et même pourquoi pas aiguiller vers une CF moto ou autre qu'on a aussi dans la concession. Voilà, le but est de trouver un véhicule à une personne, mais par rapport à son utilisation. Pas l'emmener vers un modèle parce qu'il faut lui faire découvrir la gamme. Tu vois, ce qui m'embête un peu là, avec cette réponse-là, c'est que j'ai toujours du mal à me dire, est-ce qu'il y a bien une clientèle type qui franchit la porte ici? Est-ce que tu as vraiment tout le monde? Est-ce que tu as des approches qui sont les mêmes, ou est-ce que c'est vraiment si large que ça? J'ai pas de clientèle type. Ouais, tu vois, ça me paraît dingue, parce que vraiment, moi, je pense pas que je viendrai par hasard, tu vois. Je m'imagine mal, franchir la porte, arriver sur des œuvres d'art comme ça, c'est pas pour en faire des caisses, c'est que vraiment, on est quand même sur des motos particulières, c'est pas. Comment tu peux arriver comme ça, dire bah allez-y, conseillez-moi, moi je roule en MT, je sais pas, 0,7, ou alors j'ai une BM à 20 bâtons, je sais pas, pour moi, dans ma tête, forcément, il y a un stéréotype, ou deux, ou trois. Je pense qu'il faut vraiment, je sais pas comment dire la chose, mais enlever du piédestal ou dédramatiser la chose, ou voilà, c'est des motos qui sont placées haut en budget, on le sait, voilà. Maintenant, ça reste des motos pour tous les passionnés de moto. C'est-à-dire que je vais pas empêcher un client de venir essayer une F3 RL parce qu'il roule, voilà. Ceux qui viennent spontanément. Ceux qui viennent spontanément peuvent rouler autant en MT que en Z, que en. Ah, t'as deux trop là. Ah, mais vraiment. Ah, okay, ouais. Voilà, et d'ailleurs, même, je dirais que
j'ai plus de personnes qui roulent en moto courante qui viennent avec des Panigale V4 et des... Okay, bah, ouais, non, vraiment. Non, c'est vraiment la question que je me posais. Non, c'est vraiment un stéréotype de se dire, il y a que des personnes fortunées qui rentrent dans la concession. Et non, aujourd'hui, nous, on est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci pour ça. Et on fait en sorte que les gens même viennent découvrir la marque, et on veut vraiment que les gens découvrent cette marque, comprennent tout l'historique qu'il y a derrière, puisqu'elle est encore assez méconnue pour beaucoup de personnes. Donc non, le but, c'est vraiment de faire découvrir la marque et que toute personne s'y intéresse sans forcément, même s'il n'a pas les moyens de se l'acheter, même si aujourd'hui il les a pas, peut-être que dans 10 ans il les aura, et il a flashé sur le modèle, et c'est pour ça que, encore une fois, pareil, on a toute la gamme à l'essai, toute la gamme MV chez nous est à l'essai, et on l'a fait essayer sans filtre. Toute personne voulant essayer une MV Agusta. Oui. Voilà. Oui. Oui. Bon, ouais, c'est ça. Ouais, félicitations à toi pour ça, parce que c'est vrai que même nous, les premiers, on avait quand on se dit, bon, on a vu cette concession MV Agusta, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, on s'est dit, bon, on risque de se faire prendre un peu d'eau. Comme chez certaines marques qui sont pourtant pas les plus élitistes, on citera pas de nom. Et qui peuvent apprécier la couleur rouge, peut-être aussi. Par exemple. Et pour autant, c'est vrai que le contact est super bien passé, et franchement, félicitations à toi, parce que c'est vrai que je pense que tu fais partie de ce type de gens qui font vivre la passion moto, parce que voilà. Après, ça sera peut-être pas le cas dans toutes les concessions, mais nous, il y a vraiment, enfin, t'as pu le voir la première fois où t'es venu dans la concession. Il y a une bonne ambiance, on est une équipe plutôt jeune, on est tous passionnés de moto, mais globalement de moto, on n'est pas passionnés que par des motos à plus de 15 000 euros. On aime la piste autant que rouler sur la route, que faire un petit peu de tout terrain si on peut en faire. C'est une concession qui est vraiment à taille humaine, donc on est 4, donc voilà. Les magasins qu'on a à côté aussi, il y a une ambiance très familiale, on se connaît tous, on se voit le week-end, on discute moto. Ça arrive que le dimanche matin, j'ouvre pour des clients qui me disent j'ai une balade moto à faire tel week-end avec une dizaine de copains, mais ils ont pas le temps, ils ont les mêmes horaires que toi, est-ce que tu pourrais pas, machin, ils sont toujours un peu gênés, mais mec, venez, je ramènerai les chocos, on vous fait le café, et puis... Enfin, franchement, à 22 ans, avoir ce recul-là, cette maturité-là, franchement, c'est cool. Je pense que c'est bien. C'est bien, puis j'espère que ça va bien fonctionner, en tout cas. Enfin, ouais. Fais tout pour. Peu importe l'âge, moi je pense que j'aurai toujours 5 ans quand j'arrive ici. Voilà. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent depuis la région toulousaine, on peut que recommander de venir faire un tour ici. Venez, en effet, on vous attend. L'ambiance vaut le détour. Et puis bon, le parc moto. Il y a des trois modèles sympas, ouais. Surtout en ce moment. On va peut-être conclure avec une dernière question, Thomas. Si toi, il y avait un modèle dans la gamme ou dans l'histoire d'MV Agusta qui t'avait marqué, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier comme ça? C'est quoi le poster au-dessus de ton lit? Ouais, modèle mythique, je dirais F4 Tamburini. F4 Tamburini, la première, le renouveau de d'MV, non, vraiment. F4 Tamburini, c'est le modèle mythique, et je pense que c'est celui, toi tu dis oui, je pense que c'est celui auquel beaucoup de passionnés pensent quand on dit MV Agusta. Ouais. J'ai pas eu la chance d'en voir encore en vrai, mais peut-être un jour. C'est un choix. Eh ben écoute, merci Thomas, merci à vous de nous avoir accueillis ici. On rappelle du coup à tous nos auditeurs que vous nous retrouvez, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous nous retrouvez aussi en version audio sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc. Et puis inversement, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous nous retrouvez, et si vous voulez voir nos têtes, vous nous retrouvez sur YouTube. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur YouTube, à nous laisser un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire si jamais vous avez des questions. Je pense que Thomas, tu te feras un plaisir peut-être de passer sur la vidéo et de répondre éventuellement aux questions que pourraient avoir les abonnés. Et puis et donc s'abonner de par le fait. Et voilà. Et de par le fait. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Nous, on revient rapidement. Alors, sachant que on a tourné au passage un petit essai donc de la F3 RR, vous retrouvez d'ailleurs l'ensemble de nos essais en format short, TikTok et Instagram. C'est en cours, là, c'est en cours de montage, donc ce sera la première de peut-être d'autres d'ailleurs. Super Veloce devrait arriver normalement. Bon, parce que tu insistes lourdement, vraiment, parce que voilà. Par pur esprit journalistique, évidemment, qu'on sera un plaisir de venir tester la Super Veloce. Pour la France. Voilà. Et puis, à dans 15 jours. Abonnez-vous à dans 15 jours, à peu près, environ. Et voilà. On se soigne. Hein. On vous promet que on va faire du mieux sur
sur le rythme des épisodes. En tout cas, on espère vous revoir très vite. Et puis on vous dit à bientôt. Bonne route. Ciao.